Alors, bienvenue encore une fois, bienvenue à tous et à toutes. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau webinaire sur les financements publics. Il s'agit du deuxième volet, après celui que nous avons eu en octobre dernier sur l'impact des financements publics sur la stratégie d'entreprise. Alors aujourd'hui, on va revenir sur quelque chose, plus précisément sur les mécanismes de crédit d'impôt, avec un invité de marque, puisque nous avons l'honneur d'avoir la DGFiP parmi nous. Alors, acteur, on va dire, plutôt discret, hein, à tort, à tort d'ailleurs, puisque on verra que la DGFiP a fait feu de tout bois pendant la crise sanitaire. Et pour cela, j'ai la chance d'accueillir Cédric Saint-Antoine. Bonjour, donc à nouveau, bonjour Cédric. Bonjour. Alors Cédric, tu es responsable donc à la DGFiP d'un service qui s'appelle donc l'accompagnement fiscal personnalisé. Donc j'accentue sur personnalisé pour les TPE-PME. Voilà, donc je précise que je n'étais pas au courant et un nombre d'entreprises à qui j'en ai parlé n'étaient pas au courant. Donc on a hâte d'en savoir plus sur le service que vous proposez. Je serai également accompagné de mon acolyte Paul Froment. Paul Froment, bonjour. Bonjour. Voilà, donc je travaille avec toi maintenant, ça fait un peu plus de 7 ans. Ouais. On accompagne les entreprises innovantes de Grand Paris Seine-Ouest. Donc j'en profite d'ailleurs pour dire à toutes les entreprises voilà, qui nous suivent de venir nous voir. Voilà, nous les aidons, nous aidons donc tout type d'entreprise, qu'elles soient petites ou grandes, et à se concentrer déjà sur la recherche de fonds publics et aussi à flécher les différents dispositifs en fonction des nombreux critères voilà, de ces des différentes aides à la fois régionales, européennes et aussi fiscales, comme on va le voir. On peut commencer, donc, parce que le programme est chargé. Je vais commencer avec Cédric Saint-Antoine. Donc, tu vas nous présenter un peu le service, donc ce service d'accompagnement fiscal proposé par la DGFiP au TPE-PME. Et peut-être là, en introduction, nous parler de ce que vous avez fait, de votre rôle pendant la crise sanitaire et particulièrement aussi la sortie de crise, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment là-dedans. Je te laisse la parole et puis, entre parenthèses, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous avez le chat, le question-réponse et on essaiera de prendre, moi je prendrai les questions à voler s'il y en a qui s'introduiront dans le discours et puis également on essaiera de prendre 20 minutes et je donnerai la parole si vous voulez aborder une problématique. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Cédric, et c'est parti. Merci. Bonjour à tous à nouveau. Effectivement, Christophe, tu disais un acteur discret dans l'aide dans l'aide aux entreprises en général. C'est vrai que la DGFiP c'est pas forcément là qu'on l'attend en premier. Quand on pense à la DGFiP, on pense plutôt à du contrôle, des déclarations, des délais, des obligations de paiement, etc. Alors c'est vrai, hein, moi je ne vais pas vous dire qu'on a abandonné cette mission-là, mais c'est vrai que depuis quelques années, la volonté est aussi d'essayer de faire de la DGFiP un partenaire des entreprises et de leurs dirigeants. Donc ça s'est traduit de façon plus concrète dès 2019 puisque en mars 2019, le ministre de l'époque, donc qui était M. Darmanin, a lancé ce que l'on avait appelé à ce moment-là une nouvelle relation de confiance entre les entreprises et l'administration fiscale. Nouvelle relation de confiance qui prenait place à la suite de la loi ESSOC. Alors peut-être que c'est un petit peu ancien maintenant et que ça concernait plutôt l'action de l'administration. Donc, c'est peut-être un peu sorti de la tête de tout le monde, mais disons que pour l'action administrative, la loi ESSOC donc de 2018, c'est une loi qui est très importante. C'est celle qui consacre notamment, c'est ce qu'on a en général retenu le plus dans le grand public, qui consacre ce fameux droit à l'erreur,
c'est-à-dire que ça consacre le fait que euh, l'administration va traiter différemment l'entreprise ou le contribuable qui se trompe de celui ou de celle qui fraude. Voilà. Alors, c'était déjà très largement appliqué à la DGFiP, mais disons que la loi ESSOC l'étend à l'ensemble de l'action administrative. Et donc, à la suite de cette loi ESSOC, cette nouvelle relation de confiance a été mise en place en mars 2019 et se décline en différents dispositifs opérationnels. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces dispositifs ce matin, évidemment. Je vais juste vous dire quelques mots de celui dont j'ai l'animation en Île-de-France, qui est le service d'accompagnement fiscal personnalisé pour les PME et les TPE. Alors, ce service, alors, déjà, c'est une offre, hein, donc il n'y a aucune espèce de contrainte ou d'obligation d'y adhérer. C'est une offre de la DGFiP. On constate, même 2 ans après, que c'est une offre qui reste encore un peu confidentielle. Donc, on est toujours dans une démarche de communication et d'information sur cette offre. Et cette offre, elle vise à offrir justement aux dirigeants une sécurité juridique en matière fiscale au service de leur projet de développement. Cette sécurité, elle prend notamment, mais ce n'est pas que ce que l'on fait, je vous le dirai juste après, elle prend notamment la forme du rescrit, donc qui est une prise de position formelle de l'administration sur une situation de fait ou de droit, prise de position qui est opposable, c'est-à-dire que l'administration ne peut pas revenir sur sa lecture, sur son interprétation 1 an, 2 ans ou 3 ans après. Donc ça, c'est vraiment le principal objectif, c'est la sécurité juridique. On a un objectif aussi qui est d'informer les dirigeants sur les dispositifs fiscaux qu'ils peuvent mobiliser. Donc, par exemple, le crédit impôt recherche dont on va parler ce matin, mais également tous les autres dispositifs fiscaux dérogatoires qui conduisent à un allègement d'impôts. Hein. On est très rarement saisi pour payer plein d'impôts. On est plutôt saisi pour dire, voilà, je vais mener telle ou telle opération. Est-ce que j'ai droit ou pas à un dispositif d'allègement? Et puis, d'une façon plus large, on cherche aussi tout simplement à apporter une information sur la fiscalité de l'activité récurrente de l'entreprise ou sur les projets financiers, industriels de son dirigeant. Voilà. Le public, je l'ai dit, c'est toutes les PME, toutes les TPE, évidemment celles qui sont respectueuses de leurs obligations déclaratives et de paiement. Et moi, je suis plus particulièrement en charge de l'Île-de-France, mais vous trouvez exactement le même type de service dans toutes les autres régions de France. Le champ de notre intervention, pardon. Concrètement, je te coupe, excuse-moi. Quand tu veux, une entreprise a une question voilà, sur un cas particulier, comment ça se passe concrètement? Tu en parleras peut-être, tu laisseras tes coordonnées, les coordonnées pratiques, comment ça se fait en fait? Oui. Alors, tout se fait essentiellement par mail, puisqu'on a une adresse générique, alors que je ferai passer à tous les participants. Après, on verra ensemble pour ces quelques éléments de communication. Donc, c'est essentiellement une adresse mail générique. L'entreprise peut aussi demander à son service des impôts des entreprises, qui est normalement son premier interlocuteur en cas de difficulté. Mais disons que ce service des impôts des entreprises, il va pouvoir traiter un premier niveau de questions relativement général. Par contre, s'il y a des questions plus spécifiques et plus pointues, c'est plus logique de passer, de venir voir le service d'accompagnement, donc qui est soit saisi directement par cette adresse mail que je vous ferai passer après,
soit par l'intermédiaire du service des impôts des entreprises. Voilà. Le champ de notre intervention, c'est la totalité de la fiscalité des entreprises, donc c'est extrêmement large. Hein. Ce dont on va parler ce matin, finalement, ça n'est qu'un petit bout de notre activité. Donc, ça traite de la totalité du champ de la fiscalité des entreprises et de toute la vie de l'entreprise aussi, de la création presque, de la création jusqu'à la cession éventuellement aussi, on peut travailler sur le pacte du travail notamment. Donc le champ est volontairement extrêmement large, il n'y a pas de sujet, obligatoire, il n'y a pas de sujet interdit non plus. Et notre méthode de travail repose essentiellement, ce qui est peut-être nouveau par rapport à ce que l'on faisait jusque-là à la DGFiP, repose sur un dialogue nourri et on espère le plus transparent possible. Et surtout, c'est un service qui est personnalisé, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément très intéressant de nous saisir pour avoir des informations très larges sur la fiscalité. L'intérêt de notre intervention, c'est d'analyser la situation de fait et de droit de l'entreprise pour lui dire si oui ou non elle rentre dans les clous de tel ou tel dispositif. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait cette analyse qui est itérative, hein, c'est là où c'est intéressant. Alors, on est souvent en tête-à-tête avec un dirigeant, mais on travaille aussi avec ses conseils éventuellement. Donc, à l'issue de ces travaux d'analyse, on peut faire une réponse simple, c'est-à-dire que on leur dit oui ou non, vous semblez bien rentrer dans les clous de ce qui est imposé par les textes. Mais on peut aussi, si c'est important pour la société, émettre ce qu'on appelle, ce que je disais juste avant, un rescrit, donc qui est une prise de position formelle opposable, qui est la plus forte proposition de sécurité que l'on peut faire à une entreprise. Voilà. Alors, voilà ce que je voulais dire en quelques mots, mais j'ai déjà été un peu long, je trouve, sur ce service d'accompagnement. Donc, si vous avez des questions supplémentaires sur le sujet, moi, ce que je vous propose, c'est que vous attendiez que vous ayez récupéré cette adresse mail pour qu'on puisse mettre en place un rendez-vous au téléphone en visio pour qu'on vous en dise un petit peu plus, et notamment si vous avez déjà identifié un ou des sujets fiscaux pour lesquels vous auriez besoin d'un éclaircissement supplémentaire. Donc, c'est important de revenir là-dessus parce que c'est encore une fois un service, on en avait discuté, qui est assez méconnu et c'est important aussi de pouvoir dialoguer avec ce type d'instance, que ce soit l'URSSAF ou la DGFiP, par exemple, parce qu'il n'y a pas qu'un rapport de contrôle un peu coercitif où la DGFiP arrive. On a beaucoup parlé du contrôle fiscal, un peu comme le gendarme qui arrive, attention, il se passe, voilà, il y a un rapport de confiance qui doit se nouer, c'est assez nouveau. Et donc, c'est important de revenir là-dessus et d'avoir aussi également de la transparence sur les divers dossiers. Alors, justement, puisque c'est un peu aussi on a voulu vraiment se focaliser sur l'innovation, puisque évidemment le crédit impôt recherche est une partie importante aujourd'hui des financements. Je crois que je dis pas, mais 2 tiers peut-être de l'ensemble des financements dédiés à l'innovation sur les aides publiques. Tu parlais du rescrit, justement, de l'importance du rescrit. Alors, comment ça se passe par rapport au CIR, justement, au crédit impôt recherche? Alors, sur le rescrit CIR, en quelques mots, effectivement, ça reste l'outil le plus fort en sécurité. C'est-à-dire que c'est un outil qui offre la possibilité à l'entreprise d'interroger l'administration. Alors, je vais dire d'interroger les administrations parce que vous savez peut-être déjà, c'est l'une des spécificités du crédit impôt recherche, c'est que c'est à la fois un dispositif fiscal, hein, puisque c'est la DGFiP qui le contrôle, mais c'est un dispositif qui est en grande partie assis sur une éligibilité scientifique et technique.
Et cette partie-là, évidemment, ça ne concerne pas directement la DGFiP, puisqu'on n'a pas la compétence, c'est tout à fait logique, on n'a pas la compétence de fond pour traiter de l'éligibilité scientifique et technique. En gros, c'est est-ce que c'est de la R&D ou pas. Voilà. Donc, cette question-là, à la DGFiP, on ne la traite pas directement. Donc, on fait appel à… Alors, les noms changent en fonction des redistributions des portefeuilles des ministères, mais disons, on fait appel au ministère qui est en charge de la recherche, qui va désigner un expert, et c'est cet expert qui, généralement, travaille dans un laboratoire ou une université publique, qui va juger de l'éligibilité des travaux au crédit impôt recherche. Et la démarche du CIR, c'est une démarche qui vise à anticiper la question de cette éligibilité. C'est-à-dire que l'entreprise saisit l'administration. Alors, pour faire simple, maintenant, c'est la saisine uniquement de la DGFiP. Donc, vous avez en ligne un modèle de rescrit CIR où vous avez le dossier qui est attendu. Donc, ce dossier est… Alors, je ne vous cache pas que c'est un travail documentaire qui n'est pas négligeable, mais une fois ce travail documentaire fait et la demande de CIR complétée selon le modèle attendu, il est transmis à la DGFiP. Donc, concrètement, ce sont les directions départementales. Là, sur cette partie-là, lorsqu'on est déjà dans la partie rescrit, le service d'accompagnement n'intervient plus. On n'est plus dans le champ, de compétences du service d'accompagnement. Ça redevient la compétence propre de chaque direction départementale. Donc, par contre, ce qu'on peut faire, c'est accompagner l'entreprise avant qu'elle en arrive à cette démarche du rescrit, qui n'est ni obligatoire, ni insurmontable non plus. Hein. Donc, on peut répondre à certaines questions en amont, mais par contre, si on estime avec l'entreprise qu'il vaut quand même mieux, dans le cas qu'elle nous expose, obtenir une réponse ferme de l'administration, on va l'accompagner dans le dépôt de cette demande de rescrit auprès de la direction départementale compétente. Donc, à partir de ce dossier type, et ce dossier type, il est transmis au ministère chargé de la recherche qui va examiner au fond les travaux envisagés. Alors, évidemment, c'est une démarche d'anticipation. Donc, on ne va pas juger les travaux qui ont eu lieu depuis 1 an ou 2. On va plutôt juger les travaux qui sont immédiatement en cours ou envisagés dans un avenir relativement proche pour qu'ils soient suffisamment précis pour que cet expert puisse se prononcer sur la nature des travaux de recherche envisagés et s'ils répondent ou pas à la définition de la R&D telle qu'elle est définie par un manuel OCDE qui est le manuel de Frascati, qui est une ville, hein, je crois, qui n'est pas du tout quelqu'un, c'est une ville. Donc, mais c'est un manuel qui décrit ce que l'on entend par recherche et développement expérimental. Alors, il y a tout un tas de conditions pour que ça réponde effectivement à la définition. Et ensuite, à la sortie, cet expert, le cas échéant, après un échange avec l'entreprise, c'est que tout ne se passe pas. Ce n'est pas forcément le dossier qu'on envoie et puis 3 mois après, on a la réponse qui est oui ou non. Il peut se nouer aussi un échange entre l'entreprise, en général, c'est même mieux quand ça se passe comme ça, mais il peut se nouer un échange entre l'entreprise et l'expert pour aboutir à une réponse qui est oui ou non, ou oui en partie,
ce que vous envisagez de faire relève bien de la R&D éligible au crédit impôt recherche. Alors, juste, je me permets de te couper par rapport, si je synthétise, finalement, quand on dépose un dossier CIR, là, on inverse un peu le circuit, c'est-à-dire qu'on le déposait auprès du ministère un peu de la recherche, et ensuite, après, ça revenait vers vous. Là, tu proposes en fait de passer directement, de travailler en main dans la main pour construire ce rescrit avec la DGFiP, pour ensuite le transmettre au ministère de la Recherche, si j'ai bien compris. Oui, alors C'est un peu ça le sens de l'accompagnement. ce qui était permis, alors là, on est bien d'accord, on est dans la démarche de rescrit, donc pas du tout dans la démarche de contrôle, justification Oui, tout à fait. a posteriori, hein. On est bien dans cette démarche qui vise à anticiper l'éligibilité. C'est la loi maintenant qui dit que ça passe à la DGFiP. Avant, on pouvait saisir l'Agence nationale de la recherche, on pouvait effectivement saisir directement le MESR, et il se trouvait que, qu'il a été jugé que ça compliquait un peu la vie de tout le monde, où finalement, en voulant ouvrir un maximum de guichets, les gens se demandaient à quel guichet ils étaient censés répondre eux. Donc c'est pour ça que la loi, alors je ne sais plus si c'est la loi ou un décret, dit bah non, bah maintenant c'est bon, on arrête tout ça. Votre interlocuteur, c'est la DGFiP. Voilà. Et ensuite, au sein de la DGFiP, ce qu'on peut proposer, nous, à l'accompagnement, c'est de mûrir avec l'entreprise sa demande de rescrit, officiel. C'est-à-dire qu'on D'accord. peut, si on a un échange avant, finalement lever une grande partie des ambiguïtés éventuelles et puis rassurer un peu l'entreprise et lui, entre guillemets, lui épargner le travail documentaire de cette demande. Euh, donc, on peut effectivement faire ça, mais on peut aussi, à l'issue de ces travaux de préparation, dire, ben non, là, effectivement, vous courez un risque trop important de remise en cause de votre éligibilité. Et là, je vous conseille quand même de passer par le rescrit CIR qui vous apportera la sécurité. Alors, pour les démarches justement de sécurisation, tu parlais d'anticipation. Le CIR, c'est quelque chose qui s'anticipe dès la création de l'entreprise, surtout si on est une start-up qu'on souhaite innover. Tu parlais aussi de documents repères, des documents un peu pour vraiment Oui, bien formaliser le CIR. Et après, on parlera du CI aussi, le crédit impôt innovation, pour voir les différences. oui, alors effectivement, comme tu le dis, franchement, le maître mot, enfin, en tout cas de ma pratique à moi, après, parce que peut-être Paul aura une autre vision ou pourra peut-être en dire un petit peu plus dans sa pratique à lui. Mais de ma pratique côté DGFiP, parce que enfin, j'ai fait autre chose à la DGFiP avant d'être en charge de ce service d'accompagnement. Le maître mot vraiment pour le CIR, c'est l'anticipation. Euh, on voit encore trop d'entreprises qui se lancent dans le CIR et qui tombent des nues lorsqu'on leur demande un an, 2 ans ou 3 ans après de nous expliquer en quoi ce qu'ils ont fait depuis 3 ans, c'est de la R&D. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas pensé qu'un jour on leur demanderait. Alors, ce jour-là, il peut arriver effectivement extrêmement vite, hein, parce que pour être concret, une grande partie du crédit impôt recherche, il est remboursé de manière anticipée chaque année. Si vous êtes une PME, une jeune entreprise innovante, vous pouvez chaque année obtenir le remboursement du crédit impôt recherche que vous n'avez pas pu imputer sur votre impôt sur les sociétés. Donc, vous pouvez vous retrouver très vite avec l'administration qui vous demande de justifier pourquoi vous demandez 50, 100, 200, 300, 500, 800 000 euros au titre du crédit impôt recherche. Et là, on va vous demander un dossier justificatif complet, alors qui va
ça ressemble un peu à ce que vous auriez dû faire pour le rescrit, finalement. C'est un peu le même travail documentaire. Mais si vous vous lancez dans la rédaction de ce dossier justificatif, quand on vous le demande au mois de mai ou au mois de juin, l'année N+1 pour les travaux de l'année N, ben vous allez avoir des grosses suées parce que il y a un travail documentaire important et reconstituer ce que vous avez fait plusieurs mois avant. Et encore là, moi, je vous donne l'exemple le plus léger, c'est-à-dire que lorsqu'on vous demande l'année suivante, mais on peut très bien vous demander 3 ans entiers. Alors ça, c'est pas le plus souvent, hein, je veux pas faire peur à tout le monde, mais ce qu'on vous demande l'année où vous sollicitez le remboursement, c'est quasiment à chaque demande de remboursement qu'on vous demandera de justifier ce que vous avez fait en N-1 pour arriver à ce montant de crédit impôt recherche. Donc, plutôt que de vous poser la question à ce moment-là, vous aurez un délai extrêmement court, enfin, qui va vous paraître extrêmement court, vous devez absolument anticiper dès la réflexion que vous avez sur vos projets, quels qu'ils soient, de voir dans ces projets laquelle partie pourrait relever de la R&D et donc être éligible au CIR. Vous pouvez avoir la même démarche pour le crédit impôt innovation, c'est-à-dire que vous pouvez avoir un projet global de votre entreprise qui se divise en plusieurs sous-projets qui eux-mêmes se divisent en plusieurs opérations. Mais vous devez quasiment dans chaque opération dire bah, ça, c'est de l'ingénierie classique, donc ça, je le laisse de côté. Ah, bah, ça, c'est peut-être du crédit impôt innovation. Donc, il faut déjà à ce moment-là que je me dise, alors, si c'est du crédit impôt innovation, quel est le dossier que je vais devoir fournir à la sortie? Et puis, vous dites peut-être qu'il y a un petit bout qui va être de la R&D. Et là, pareil, se dire, bah, qu'est-ce qui va être attendu de moi dans 1 an, 2 ans, 3 ans pour que je prouve que cette partie-là, c'était bien de la R&D. Alors, Paul, Alors, ouais, je te coupe parce que c'est vrai que le temps passe très vite. oui, Et après, on pourra toujours, si tu as des remarques, bien sûr, à faire. Paul, je voulais te laisser un peu parler. Et effectivement, à travers ce que dit Cédric, toi et à travers les entreprises qu'on a accompagnées, est-ce que tu aurais justement des exemples d'entreprises qu'on a accompagnées justement pour indiquer un peu le chemin? Oui, bien sûr. Bah, enfin, ce que dit Cédric est tout à fait juste. Il y a cette notion d'anticipation et je pense qu'il faut aussi rajouter la notion de rigueur et de régularité dans le suivi et la gestion de ces projets. C'est vrai qu'anticiper avec un rescrit, c'est une chose qui permet de sécuriser le crédit impôt recherche. Mais d'année en année, il faut aussi savoir alimenter finalement le dossier crédit impôt recherche et toujours essayer de bien analyser, bien comprendre ce qui, dans ces projets, est relatif à une éligibilité CIR ou une éligibilité C2I. C'est vrai que nous, on a pas mal d'exemples où finalement, quand on intervient peut-être un peu tard vis-à-vis de la société, parce qu'elle a déjà lancé des choses, lancé des étapes, des cas de figure où finalement on se retrouve face à un contrôle avec 3 ans d'arriéré parce que l'administration remet en question l'éligibilité et qu'on arrive et qu'on déroule un petit peu l'histoire des projets de recherche et qu'on se rend compte que ce qui a été valorisé, présenté dans les dossiers de l'entreprise, c'est pas à strictement parler éligible et que l'éligibilité se retrouve un petit peu ailleurs et qu'il faut tout reconstruire, tout remâcher parce que l'interprétation de l'éligibilité a été mal faite par l'entreprise. Et derrière, quand on veut essayer de dire à l'administration, écoutez, effectivement, elle s'est plantée, elle a présenté ses projets comme elle les développe elle, parce qu'elle a des targets de commercialisation, mais ce n'est pas l'éligibilité. L'éligibilité, elle se cache dans des sous-projets sur des sujets qui sont un peu transverses, multi-produits. Oui, parce que juste, excuse-moi, Paul, je t'interromps, parce qu'il faut rappeler quand même la base, c'est qu'effectivement, quand on remplit soi-même ou avec un cabinet le dossier pour avoir le CIR, il y a toujours cette règle tacite, je crois, des 3 mois, qui fait que si l'administration n'a pas répondu, on est considéré comme, enfin, on a l'obtention, on est OK, quoi. C'est un peu pareil pour le JUI, je crois, non?
Oui, oui, pour le rescrit, effectivement, l'absence de C'est réponse, il ça. faut avoir un accord. Voilà, donc ça n'engage pas, ça veut dire que pour les néophytes, on peut passer au départ dans le tamis et puis après être justement se faire rattraper par la patrouille plus tard parce qu'on a finalement mal écrit ou mal formalisé le dossier, quoi. Oui, oui, mais alors l'absence de réponse, pour le coup, n'est Oui. pas opposable. Alors après, ça peut montrer que, en fait, la question vis-à-vis du crédit impôt recherche, et comme le disait Cédric, c'est de savoir si vous êtes de bonne ou de mauvaise foi. Et ce qu'il faut, c'est vraiment montrer que ben, vous étiez de bonne foi dans la réalisation et dans la déclaration que vous avez faite pour que même s'il y a redressement parce que l'éligibilité a été mal évaluée, il n'y ait pas de pénalité parce que l'administration voit bien que ça a été fait un peu, il y a un peu cette notion de fraude qui intervient. Et dans cette notion de bonne foi, effectivement, le fait de faire un rescrit crédit impôt recherche malgré qu'il y ait une absence de réponse, bah, vous met quand même dans cette situation où vous avez déjà présenté quelque chose, vous pensez que c'est bon, bah, malheureusement, l'administration n'a pas répondu. Du coup, vous avez cette forme d'accord tacite. Donc, si jamais demain, il y a un contrôle et que ce contrôle montre que l'éligibilité a été mal évaluée, vous aurez quand même pas de pénalité d'avoir mal déclaré votre crédit d'impôt recherche. Donc, c'est un peu l'idée. Après, le rescrit, l'administration, souvent, quand il y a des demandes de rescrit, elle répond en temps et en heure. Et généralement, sur les JUI, quand on fait des rescrits, on a nos réponses et tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais c'est vrai que ça peut arriver. Non, là, dans les exemples que je mentionnais, c'était pour préciser que vraiment, cette notion de définition d'éligibilité, elle est importante de le faire une fois, quand on se lance dans le dispositif en anticipation, pour bien comprendre la façon dont il faut présenter les projets, mais aussi, finalement, comme c'est quelque chose qui se déclare d'année en année, il faut repenser ses projets, repenser son éligibilité chaque année. Et du coup, réévaluer dans quelle mesure, par rapport à ce que j'ai fait l'année précédente, ce que j'ai fait sur l'année N représente également une avancée et pas juste se supporter sur une éligibilité qu'on aurait évaluée de prime abord. Il y a une phrase que l'administration ressort de temps à autre et on sait que quand elle nous dit ça, c'est que c'est un peu tendancieux, c'est on ne fait pas de l'innovation sur l'innovation. Donc là, clairement, il y a une compréhension sur, voilà, vous avez fait un projet, effectivement, il est innovant, il a été innovant au moment où vous l'avez démarré, au moment où vous avez fait votre faisabilité. Là, ça fait 2 ans, vous l'améliorez encore. On ne peut pas continuer comme ça à déclarer du crédit d'impôt sur quelque chose ou du crédit impôt recherche sur quelque chose que finalement, d'un point de vue de difficulté vérotechnique, ça a été levé à un moment donné et aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Donc, il y a vraiment, en plus de l'anticipation, cette notion de rigueur, voilà, de repositionnement continuel des travaux de recherche dans le cadre de l'éligibilité pour être certain qu'à chaque déclaration, vous êtes bien sur un sujet qui répond encore une fois à ces critères. Ça, c'est important parce que si cet exercice, cette régularité n'est pas faite, derrière, en cas de contrôle, ils peuvent aller sur 3 ans d'arriéré, peut être très impactant pour les entreprises. On a des cas où ça a vraiment ébranlé l'équilibre financier de la société. Ouais, justement, tu aurais des exemples. Je sais que tu avais travaillé sur quelques exemples. Oui, oui. Alors, Ouais. un exemple type, la société, bon, je ne vais pas exprimer le secteur Non. d'activité, tout ça, c'est pas l'idée, mais une fois, on est arrivé, la société vient nous voir en disant, voilà, on a présenté ce dossier-là, ils nous ont retoqué une année, là, ils sont en train de creuser sur les 2 années précédentes parce qu'ils sentent que finalement l'éligibilité n'est pas là. Est-ce que vous pouvez nous aider? Donc, on regarde le dossier, on dit, bon, bah là, ça ne va pas, il y a absolument rien d'éligible dans ce que vous avez évoqué, c'est normal que l'administration vous reprenne là-dessus. Réexpliquez-nous un petit peu ce que vous avez fait. Et là, on trouve une éligibilité, mais qui n'a rien à voir avec le dossier qui est présenté. Et oui, Donc, ça arrive souvent, ça, en plus. ouais, donc là, ça commence à. Ben voilà, c'est un argumentaire, on essaye d'expliquer, mais voilà, ça a été mal compris. Aujourd'hui, c'est bon, ils savent très bien ce que c'est. Et voilà du coup, le dossier présenté. On est même allé jusqu'à rue Descartes voir un expert scientifique qui a tout déroulé. Alors,
le pire quand ça arrive, c'est que derrière, ben, il y a le côté définition de l'éligibilité et le côté chiffrage, évaluation de l'enveloppe et du budget. Et bah, comme on était sur une éligibilité qui n'avait pas été anticipée, amorcée à la base, il a fallu, avec 3 ans d'arriéré, reconstruire un petit peu, mais quelles ressources ont été effectivement engagées sur ce sujet-là, comment les mettre en place. Donc, ça a été très laborieux, quoi. Donc, ça peut être relativement compliqué. Sur des exemples types, on a aussi des sujets avec la concordance crédit impôt recherche et statut de entreprise innovante, où les sociétés, souvent, bah, en tout cas, il y en a certaines qui pensent être jeunes entreprises innovantes. Alors, je pense que c'est des termes qui sont mal utilisés, mais en gros, ils sont éligibles au crédit impôt innovation et ils se disent, bah, voilà, crédit impôt innovation, jeune entreprise innovante, je dois être aussi éligible au JEI, et ils appliquent les exonérations de charges patronales comme ça, from scratch, en pensant que innovation, ça vaut pour le crédit impôt innovation et le JEI. Et donc derrière, bah, à un moment, quand nous on intervient, on regarde un petit peu ce qui se passe, et là on voit que voilà, il y a eu une erreur d'interprétation des textes, et qu'il faut revoir un petit peu tout cet aspect, estimer la part, parce qu'il y a une notion de ratio de 15% de charges R&D sur les charges globales, de voir si la société y répond quand même, malgré le fait qu'elle fait essentiellement de l'innovation. Parce que le JEI, c'est le crédit impôt recherche, ce n'est pas le crédit impôt innovation. Donc voilà, on a des cas comme ça où bah, ouais, alors, d'abord, c'est surtout des questions d'éligibilité, de compréhension de qu'est-ce qui est attendu par l'administration qui est mal évalué et qui, du coup, pose problème. Alors, ça pose problème parce qu'en plus, derrière, comme c'est quelque chose qui s'active de façon relativement continue, de façon régulière, c'est que ça s'accumule et que plus on arrive plus l'exercice de vraiment comprendre ce qu'est l'éligibilité arrive tard dans la démarche déclarative, plus le passif et la prise de risque est énorme pour l'entreprise. Crédit impôt innovation, c'est aussi formel que le crédit impôt recherche, ou c'est beaucoup question d'interprétation? Alors, les textes sont aussi clairs que ce qu'ils sont pour le crédit impôt recherche. Donc, on a des matrices de dossiers, on a des exemples concrets des choses qui sont ou pas innovantes à considérer comme, ou non comme innovantes. Donc, on est suffisamment documenté, oui, pour être assez clair aussi sur le crédit impôt innovation, comme on peut l'être pour le crédit impôt recherche. C'est juste que le scope est différent. Le crédit impôt recherche, on est sur la R&D, sur de l'avancée scientifique par rapport à un état de l'art qu'il faut documenter, comme le précise Cédric. Alors que le crédit impôt innovation, là, il faut vraiment réussir à faire la preuve que sur le marché ciblé, il n'y avait pas de produits similaires qui existaient au moment où on démarrait les travaux. D'accord. C'est important de le rappeler quand même. L'effort de documentation est relativement identique, même si effectivement c'est pas la même information qui est recherchée dans l'un et l'autre dispositif. Alors, on va passer avant de poser des questions, on va passer à séquence numéro 3. Ce qui nous intéresse aussi, qu'est-ce que va changer la loi de finances 2021 pour l'application du crédit impôt recherche? Alors, il y a déjà eu des changements, mais en 2022, ça va pas mal bouger. Quelles sont les nouveautés? Alors, je me tourne vers Cédric. Oui. Façon de parler, bien sûr, puisque je suis là pour toi. Donc, qu'est-ce qu'il y a de nouveau véritablement, les grandes lignes? Alors, juste avant d'aborder ça, moi, je voulais juste rebondir 5 minutes quelques minutes sur ce que Paul vient de dire. Pour vous donner quelques documents, repères, quelques rappels sur la documentation qui est disponible, parce que avant de vous lancer dans cet exercice-là ou avant d'aller voir un cabinet pour vous aider dans cette démarche, vous pouvez déjà vous renseigner. Il y a énormément de choses en ligne qui sont accessibles pour vous imprégner justement de ce qu'est cette démarche de R&D, de cette démarche de justification.
puisque vous pouvez trouver en ligne très, très facilement quelle est la forme du dossier type, qu'est-ce que l'on attend dans un dossier justificatif CIR, parce qu'on voit encore des entreprises qui présentent des dossiers maison, hein, c'est-à-dire, en gros, elles ont compilé les quelques travaux de suivi qu'elles ont et elles nous envoient ça. Et puis, débrouillez-vous pour retrouver là-dedans quelle est la démarche. Il faut une matrice. Donc, déjà, quand on commence par lire ce genre de document-là, on se perd et ça ne donne pas une première bonne image. Donc, reportez-vous au dossier type, donc ces dossiers justificatifs CIR. Si vous tapez ça sur n'importe quel moteur de recherche, vous allez le retrouver. Il est sur impôt.gouv.fr aussi, parce qu'il faut à la fois être très précis sur le fond de la recherche scientifique et technique. Mais ça, à la limite, c'est pas pour la DGFiP, ça. Ça, c'est pour un éventuel expert. Mais ce que nous, on va lire en premier à la DGFiP, c'est la démarche. C'est-à-dire de dire, voilà ce que je voulais faire. Je me heurte à une difficulté, on appelle ça des verrous dans le langage des dossiers CIR. Voilà, je me heurte à un verrou. J'ai fait un état de l'art. Je n'ai pas de réponse à mon verrou dans cet état de l'art. Donc, c'est la preuve que je dois faire des opérations de R&D. Et cette démarche-là, c'est la première chose qu'on va lire, nous, à la DGFiP. Et c'est en fonction de ce qu'on va lire là qu'on va se dire, OK, on est dans une démarche sérieuse, je ne comprends rien à ce qu'il fait parce que c'est de la recherche, moi j'y comprends rien, mais au moins, il est dans la bonne des démarches. Par contre, si on n'a pas cette démarche-là, c'est là où on va se dire, ben, il n'a pas cette démarche, est-ce qu'il est vraiment éligible? C'est là qu'on va creuser un petit peu plus et éventuellement aller saisir un expert pour qu'il nous dise si oui ou non c'est éligible. Donc, imprégnez-vous de la forme de ce qui est attendu à la sortie en allant lire ce que l'on attend. Et puis, reportez-vous aussi, vous pouvez vous reporter au guide du MESR, donc le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui chaque année met en ligne un guide qui vous fait le tour complet de ce qu'est le crédit impôt recherche. Alors, il prend des positions parfois qui ne sont pas celles de la jurisprudence et qui ne sont pas forcément celles du BOFIP, donc de la documentation administrative. Donc, il faut savoir que ce guide du ministère de la Recherche, il n'est pas opposable. Ce qui est opposable vraiment, c'est la documentation administrative, dite le BOFIP, pour rentrer dans les termes précis, BOFIP qui est tout à fait accessible en ligne aussi, donc, et qui n'est pas incompréhensible, hein, puisque vous pouvez tout à fait lire le BOFIP pour savoir quelle est la position de l'administration sur tel ou tel sujet spécifique, notamment lorsqu'on rentre dans la partie sur la valorisation des dépenses aussi. Voilà. C'était juste pour faire un rappel documentaire pour que éventuellement chacun reparte avec quelques références documentaires sur les nouveautés. Alors, je vois que le temps tourne, donc je vais faire assez vite. Les nouveautés, c'est essentiellement à partir justement d'une mise à jour de la base BOFIP qui a eu lieu cet été. L'administration a commenté plusieurs décisions de jurisprudence, des évolutions législatives récentes, et donc ces nouveautés tournent autour de trois ou quatre axes plus précisément. Il y a d'abord eu, enfin, je serais tenté de dire, une reprise in extenso presque du manuel de Frascati sur la définition des opérations de R&D et notamment
un schéma qui explique à partir de quand on bascule de l'ingénierie, de la R&D à l'innovation, etc. Quelles sont les questions à se poser à chaque étape pour identifier ce qu'est vraiment l'opération de R&D, donc qui, vous le comprenez, est le point de départ du crédit impôt recherche. Donc ça, au moins maintenant c'est intégré dans la base du BOFI, donc c'est une information opposable. Il y a eu quelques précisions sur les dépenses de personnel éligibles. Donc ça, c'est plus pointu, donc je vais pas m'étaler là-dessus. Enfin, sachez quand même que les dépenses de personnel, c'est généralement l'essentiel de la base du crédit impôt recherche. Donc, c'est un sujet important. Donc là, il y a eu quelques élargissements par l'administration, puisque on peut maintenant intégrer des intérimaires sous la condition évidemment qu'ils participent aux opérations de R&D. La rémunération des intérimaires est intégrée à la base du CIR. On inclut également la contribution exceptionnelle et temporaire dans la base du crédit impôt recherche, et en sens inverse, pour réduire un petit peu le champ des dépenses éligibles, il y a une redéfinition un peu plus large des personnels de soutien qui sont exclus de la base du crédit impôt recherche comme étant jugés un peu trop loin des opérations de R&D. Un morceau plus consistant des nouveautés concerne les dépenses externalisées, puisque vous le savez peut-être, on peut aussi intégrer dans l'assiette du crédit impôt recherche des dépenses externalisées, c'est-à-dire confiées à d'autres entreprises. Une évolution qui fait un petit peu parler, parce qu'elle est assez radicale, c'est la fin du doublement des dépenses confiées à des laboratoires publics. Donc jusqu'à maintenant, lorsque vous confiez une partie de vos travaux de R&D à des laboratoires publics, ils étaient pris en compte pour le double, donc ce qui est toujours intéressant. Alors, je ne suis pas sûr que la France tenait absolument à remettre ça en cause, mais c'était une demande pressante depuis plusieurs années de la Commission européenne, puisque ça crée effectivement une distorsion de concurrence avec les laboratoires privés qui, eux, ne pouvaient pas mettre en avant le fait que ce qui leur était confié était doublé chez le donneur d'ordre. Donc, je crois, après plusieurs années de résistance, le législateur français a cédé. Et donc, il n'y a plus de doublement des laboratoires publics. Et Paul me signalait, quand on préparait cette intervention aussi, qu'il y a toujours une interrogation, moi je n'ai pas de réponse, je vous l'avoue, sur l'agrément de ces laboratoires. Alors, je ne sais pas si Paul a quelques informations là-dessus, parce que maintenant, puis comme les laboratoires publics rentrent dans le droit commun des dépenses externalisées, il faudrait, sur le principe, que ces laboratoires disposent d'un agrément. Voilà. Exactement, ouais. Jusque fin 2021, elles n'ont pas la nécessité d'avoir ces agréments, mais à partir des dépenses qui courent au 1er janvier 2022, elles vont être dans l'obligation de le faire. Donc, elles ont jusqu'à mars 2022, jusqu'à dernière ordre, elles ont jusqu'à mars 2022. Hein, les organismes publics qui sont absolument pas préparés pour faire des demandes d'agrément, qui, à mon avis, ne savent pas trop comment procéder, eh ben, elles ont une épée de Damoclès. À suivre, parce que je pense qu'effectivement, ça pourrait être la double peine. On ne double plus, et en plus, si les labos n'arrivent pas à se faire agréer, ça peut être la double peine. Alors que justement, la Cour des comptes avait pointé du doigt l'absence le peu de connexion entre les laboratoires publics, justement, le cloisonnement entre les laboratoires publics c'est vrai, et les entreprises. C'est paradoxal. toutes ces opérations de recherche en partenariat, comme on dit,
Alors après, moi, j'ai lu aussi que certains, alors, quand on regarde les chiffres sur le temps long, certains disent qu'à partir du moment où ça a été doublé, et ben finalement, ça n'a pas changé grand-chose. Donc finalement, si on arrête de doubler, ça ne devrait pas changer grand-chose non plus. Ça reste à voir, hein. Moi, je n'en sais rien. Il Je faut je vous fais part de lecture. que dans ce rapport entre organismes publics et société, il y a quand même d'autres dispositifs qui ont été mis en place, qui ont été renforcés, les tests CIFRE, les partenariats, la mise à disposition des sociétés publiques dans les sociétés privées. Donc voilà, il y a quand même des choses qui se passent pour essayer d'améliorer ça. Mais c'est vrai que cette histoire du doublement, bah, ça peut être une belle épine dans le pied pour les sociétés qui ont l'habitude de travailler avec des organismes publics, quoi. C'est sûr. Et Alors, Cédric, ça, ouais, c'est pour le pardon, ça, c'est une évolution qui pourrait, enfin, qui est vue plutôt comme un rétrécissement de l'assiette du cire. Par contre, il y a deux évolutions qui vont plutôt dans le sens d'un élargissement de l'assiette du cire. C'est que l'administration, on pourrait dire enfin, s'aligne sur des jurisprudences récurrentes sur les contrats de collaboration. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, l'administration était très stricte sur la définition, enfin, sur la forme du contrat qui faisait qu'une opération était effectivement confiée, hein. On s'est beaucoup posé la question de savoir qu'est-ce que des travaux confiés à un tiers. Donc, l'administration a, comme souvent, eu une lecture extrêmement stricte de la loi. La jurisprudence, elle, était plus pragmatique et s'adaptait peut-être un peu plus vite à ce qu'est la réalité économique. Donc là, l'administration s'aligne, je dirais, on pourrait dire enfin, sur la réalité économique et admet de plus en plus largement maintenant que des contrats simplement dits de collaboration peuvent être des travaux confiés au sens de la loi. Voilà. Et puis également, Ce point, parce que ça nous a touché un peu directement, nous. En fait, ce qui remettait en cause par rapport à ces sujets-là, c'était le caractère de donneur d'ordre de l'entreprise. Et dans le sens où, dans un contrat de collaboration, finalement, personne ne donne d'ordre à personne et tout le monde travaille de concert. Alors nous, on s'est retrouvé avec des beaux projets de recherche fondamentale, recherche appliquée, qui avaient des soucis sur la prise en compte dans le cadre du crédit impôt recherche, parce qu'on était en collaboration et que la société qui déclarait son CIR n'était pas le donneur d'ordre du sujet. Donc ça, c'est aussi un soulagement, parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a embêté quelques années, quoi. Hmm. Alors là, il nous reste, on va prendre 10 minutes pour des ouais, questions. Alors, j'en ai pas eu encore, hein, donc je ne sais pas si effectivement. Alors, ça peut être des témoignages aussi, hein, d'entreprises sur ce sujet particulier. N'hésitez pas, je peux vous donner la parole également. Vous pouvez lever la main, vous avez une petite en bas la barre écran par discussion, levez la main si vous voulez et je peux vous donner la parole. Juste, peut-être un dernier critère que tu avais évoqué également, Cédric, sur les aménagements là, par rapport à la loi de finances, l'appréciation de la qualité de PME communautaire. Je ne sais pas si ça change quelque chose. oui. Le coup, là, on rentre vraiment dans un sujet plus technique et précis. Simplement rappeler le cadre général. C'est que une entreprise peut bénéficier d'une restitution anticipée de son crédit impôt recherche chaque année si elle ne l'impute pas sur son impôt sur les sociétés, à la condition notamment qu'elle respecte les conditions de la PME communautaire, c'est-à-dire moins de 250 salariés et moins 50 millions d'euros de chiffre d'affaires et ou moins de 43 millions d'euros à l'actif. Et il y avait, et donc ça, donc il faut respecter cette condition-là à la clôture de l'exercice au titre duquel on demande le remboursement. Et l'appréciation de cette qualité
dépend de l'appartenance ou pas à un groupe, dans le sens où lorsque l'entreprise est détenue, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, selon certains seuils de détention par d'autres entreprises, eh ben, on doit prendre en compte dans le calcul de ces seuils en salariés, en chiffre d'affaires et en actifs bruts, on doit prendre tout parti des autres sociétés du groupe, donc mère, fille, éventuellement sœur, etc. Et ça peut effectivement faire dépasser ces seuils, et donc l'entreprise ne bénéficie plus du remboursement anticipé. Alors, Cédric, j'ai une question. Ouais. Donc, de Charles-Édouard Peset, que je connais bien d'ailleurs, est-il possible d'avoir des précisions sur la contribution exceptionnelle et temporaire, donc entre parenthèses désormais Ouais. intégrée à l'assiette du CIR, s'il vous plaît? Oui, alors c'était alors j'avoue c'est un type c'est une partie de la rémunération. Voilà, donc c'est inversement. Alors j'avoue que je me suis pas posé la question en termes de droit social sur ce que c'est, mais je pense qu'on peut retrouver sur Internet très, très, très facilement ce que c'est. Et jusqu'à maintenant, ce versement ne faisait pas partie des salaires qui pouvaient faire partie de l'assiette du CIR. C'était ça l'évolution intéressante pour le CIR. Mais par contre, sur l'aspect social et salarial, je ne sais pas ce que recoupe précisément cette contribution. Ok, ou alors peut-être lors de... Peut-être avoir une réponse plus tard, peut-être. Oui, ah oui, bien sûr, Ouais. oui, il y a pas Je précise pour les personnes. Ah, Charles-Édouard je vais lui donner la parole. Charles-Édouard, tu nous entends? Oui, bonjour, est-ce que Oui, vous m'entendez? je t'en prie, tu as la parole. Merci, merci Christophe. Bonjour Paul et bonjour. Alors pardon, j'ai pas retenu votre prénom. Cédric, mais c'est pas grave. Cédric, bonjour. Ok, je viens de faire une recherche rapide. Effectivement, ça a été, il y a eu une fusion Agir Carco. C'est devenu la contribution d'équilibre technique et ça me parle un peu plus. D'accord. Ça concerne les rémunérations au-delà du plafond de la sécurité sociale. Donc ça peut être pas mal de monde côté cadre, en tout cas dans les entreprises, bureaux d'études ou Syntec comme on dit. Et donc, ça faisait une part de la rémunération, donc n'entrait pas dans l'assiette de calcul du CIR. Elle est apparemment désormais réintégrée. Voilà. C'est 0,35%. Enfin, voilà, il y a des petites pages qui parlent de ça, mais je n'étais pas du tout au courant de cette préalable exclusion et désormais réintégration de cette contribution dans le CIR. Alors, préalable exclusion, ça peut faire un sujet de contrôle, ça peut faire un sujet de redressement, alors, hein, si jamais ça avait été intégré auparavant. Non, oui, effectivement, voilà, sur 3 ans plus l'année en cours. Mais non, effectivement. Ne faites pas peur, ne faites pas peur. Non, c'est pour ça que je le dis avec le sourire. Pour l'occasion, je suis plutôt à l'aise vis-à-vis des calculs qu'on a fait, mais parce qu'on a été aidé pour ça, mais c'est quelque chose dont on va rediscuter, notamment avec les personnes qui nous aident. Très bien, merci Charles-Édouard. Merci beaucoup. Alors, une autre question. Là, il est 10 heures, mais on peut prendre d'autres questions. N'hésitez pas, c'est le moment. Je précise évidemment que pour des cas personnels, évidemment, Cédric le rappellera, donc il est possible évidemment de bénéficier du service d'accompagnement fiscal de la DGFiP, donc, puisque c'est ce qu'on a présenté en début de session. Donc n'hésitez pas, ils sont là pour ça. Peut-être Paul, tu voulais réagir sur quelque chose? Non. Que dire pour conclure? Voilà, il y a eu des évolutions sur le dispositif crédit impôt recherche. Donc, il faut respecter ça. On parlait d'anticipation, de régularité. Il y a aussi la veille sur sur toutes ces modifications fiscales qu'il faut intégrer dans le cadre de la déclaration crédit impôt recherche.
C'est pour ça qu'être accompagné d'un cabinet spécialisé là-dessus, ça soulage quand même pas mal de temps et de travail de compréhension sur tous ces aspects. Parce que c'est un dispositif qui est fiscal, comptable, R&D, donc qui est très multidisciplinaire et qui peut vite devenir une usine à gaz si l'entreprise ne fait pas attention, quoi. Donc, voilà, pour tout ça, je pense que c'est un accompagnement peut être très intéressant, ne serait-ce que pour gagner du temps sur ces aspects-là. Et puis pour être clair aussi, l'accompagnement que l'on propose, nous, ça n'est pas du tout l'accompagnement que Paul et ses collègues vont proposer, hein. Donc, moi, je n'ai pas. On va pouvoir débroussailler un petit peu le sujet, nous, avec certaines personnes qui éventuellement n'y connaissent rien ou qui vraiment lancent leur activité et ont besoin d'avoir les idées claires sur ce que ça sera. Alors, souvent, ce que l'on fait, c'est qu'on va entre guillemets, les dissuader de faire du crédit impôt recherche, parce que certains dirigeants pensent que puisque mon voisin de la pépinière, il a eu ses 50 000 euros de cire, moi, je vais les avoir aussi. Donc, souvent, lorsqu'on travaille avec ces dirigeants-là qui se lancent, on va plutôt les calmer un petit peu pour dire bah non, non, vous, ce n'est pas du cire du tout ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas parce que le voisin l'a eu que vous l'aurez aussi. Donc, nous, on est plutôt sur ce créneau-là. C'est vrai que les cabinets, comme ce que propose Paul, ben, c'est déjà l'étape suivante, qui est celle de la préparation du dossier justificatif. Ce que nous, on ne pourra pas faire, c'est pas qu'on s'interdit de le faire, hein, mais c'est simplement qu'on n'en a pas les moyens du tout. Donc, il ne faut pas prendre un accompagnement pour un autre. Chacun son rôle et ses compétences. Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'une dernière chose, on a beaucoup parlé des dépenses du personnel. Juste pour les personnes qui connaissent moins ces dispositifs, on a beaucoup parlé des Bac+5 qui étaient pris en charge, notamment l'embauche d'un thésard pour faire de la R&D. Il y a aussi, évidemment, pour ceux qui sont passés par là, les fondateurs qui peuvent être associés leur temps en fonction les donneurs d'ordre. Voilà, donc ce n'est pas forcément avec Bac+5, c'est Bac+3, à partir du moment où il a beaucoup travaillé sur la R&D également, participer en tout cas à l'élaboration des projets. Donc ça, c'est important aussi de le noter. Ça, c'est important et on va à nouveau tomber sur l'essentiel de ce qu'on a dit ce matin, c'est que ça aussi, ça se justifie, ça se prouve. Effectivement, c'est plus facile de prouver qu'un Bac+5 chercheur, qu'un jeune docteur a participé à la R&D, ça c'est presque évident. Mais par contre, effectivement, il y en a d'autres qui peuvent aussi avoir eu leur part. Mais tout ça, c'est encore un autre travail justificatif. Très bien. En tout cas, moi, j'ai noté, alors vraiment, le gros point, c'est aussi le travail avec les laboratoires publics. Beaucoup aujourd'hui d'entreprises qui innovent travaillent avec des organismes très connus, l'INRIA, par exemple. Donc, ça passe souvent par là. Donc, c'est très important, c'est assez pointu de voir les connexions, comment on confie la R&D et comment on travaille avec les laboratoires publics. Et ce que tu nous as dit à travers la nouvelle disposition du crédit impôt recherche sur la loi de finances, d'après la loi de finances plutôt. J'ai pas d'autres questions. Je pense qu'on peut arrêter là. Donc, une dernière chose. Donc, voilà, Cédric sera à votre disposition. On vous donnera le replay et puis on vous donnera aussi les coordonnées de la DGFiP, du service d'accompagnement fiscal, pour les contacter si besoin. Et puis nous, avec Paul, on est toujours disponible. Si vous avez une autre question sur tout l'ensemble des financements publics, comment on flèche les différents dispositifs de financement. On avait fait en octobre dernier un webinaire là-dessus. Il est également disponible sur notre chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à me le demander en retour de mail.
Voilà, merci encore beaucoup. Ah, j'ai une dernière question. Je regarde. C'est un remerciement. Ah, c'est un remerciement. Ouais, ça fait Super. plaisir. Merci beaucoup encore. Je vous dis à très vite et je vous laisse. Merci.